Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé, économie et politique sont au programme aujourd'hui et ce sont aussi des thèmes qui seront abordés par notre invitée du jour, la députée de la 5e circonscription de la Moselle. Nicole Trisse me rejoindra en fin d'émission sur ce plateau. On commence d'abord cette émission par l'actu en bref avec le Flash Info. Un centre de vaccination contre la Covid ouvrira ses portes mercredi 13 janvier au centre social du CHS de Sarreguemines. Des travaux sont entrepris pour adapter les lieux en conséquence et mettre en place les zones de vaccination. Les premières doses seront injectées au personnel de santé hospitalier et libéraux âgés de plus de 50 ans. Le centre des expositions de Saarbrück fait partie des sites transformés en centre de vaccination en Allemagne. Actuellement, il permet de vacciner 300 personnes par jour. Les personnes âgées de plus de 80 ans et certains personnels soignants sont prioritaires. Depuis le 26 décembre, environ 3000 personnes y ont été vaccinées. 60 personnes travaillent actuellement dans le centre de vaccination de Saarbrück Sud aux différents points de contrôle et d'information. La prise de rendez-vous se fait sur Internet et le parcours de vaccination mis en place est millimétré. D'ici un mois, le centre pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes par jour. En partenariat avec la municipalité de Sarreguemines, c'est désormais la SEBL Grand Est qui s'occupe de la galerie commerciale du Carré Louvain. Elle vient juste de publier un appel à projet et déjà des candidats se sont présentés. Des entrepreneurs qui veulent créer des commerces de snacking, de prêt-à-porter ou de restauration. Le couvre-feu imposé depuis le 2 janvier en Moselle débute tous les soirs à 18h. Les forces de l'ordre effectuent des contrôles réguliers dans différents lieux stratégiques et notamment à la frontière allemande. Dans l'ensemble, les consignes sont plutôt bien respectées. Le projet REC Solar France prévu à Ambar en détail ce samedi à 10h sur Mosaïque Cristal. Qui investit? Quel type d'usine pour quel produit? Dans quel délai? Quels emplois à la clé? Pourquoi Ambar et quelle chance d'aboutissement? Si vous souhaitez assister à la réunion, rendez-vous samedi 9 janvier à 10h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une inscription préalable est fortement conseillée sur le site www.concertation.progerec.fr. Vous pouvez aussi suivre en direct sur Mosaïque Cristal l'intégralité de la présentation du projet et poser vos questions via une application ou par téléphone. À Saarbrück, le centre des expositions qui accueille habituellement les grandes foires s'est transformé en centre de vaccination. Il fait partie des 442 sites en Allemagne. En place depuis la fin décembre, il permet actuellement d'administrer le vaccin à 300 personnes par jour. Peu de personnes ont donc été rencontrées sur place. À 14h, les derniers rendez-vous étaient effectués. Reportage de Marie-Morgane Lorenz, David Aurès et Baptiste Hans. Anne-Marie va aujourd'hui se faire vacciner contre la Covid-19. Elle s'est rendue au parc des expositions de Saarbrück, accompagnée par sa fille. Elle fait partie des personnes prioritaires. Quand on a 80 ans, on peut se faire vacciner. On reçoit un bon. J'ai maintenant 85 ans et ma fille m'a pris un rendez-vous et on est là. Ce sont les personnes âgées de 80 ans et plus qui ont en premier accès au vaccin. Cela concerne également le personnel soignant, travaillant dans les services des soins intensifs et respiratoires ou encore dans les EHPAD. 6 médecins sont déjà actifs pour 3 lignes de vaccination. Le docteur Bernard Leiking est mobilisé depuis le 1er janvier. Médecin généraliste à la retraite, il est aujourd'hui directeur médical du centre. Le rythme est soutenu, mais pas encore à son apogée. Actuellement, 300 personnes par jour sont vaccinées. Au fin de la mois février, on va vacciner 2000 par jour. La mise en place de ce centre a débuté le 17 novembre pour ouvrir ses portes le 28 décembre. Plusieurs institutions se sont réunies pour créer ce site. L'autorité de contrôle des catastrophes et la capitale du Land, Saarbrück, ont travaillé avec l'aide des pompiers professionnels. Ce sont donc eux qui ont construit ce centre. Une fois la construction terminée, c'est le Regionalverband, la communauté urbaine de Saarbrück, qui a repris les rênes. Depuis le 28 décembre, plus de 2500 personnes ont été vaccinées sur le site de Saarbrück Sud. Un centre de ce type va ouvrir ses portes mercredi à Sarreguemines. La ville a été retenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il sera installé au centre social du CHS.
Et oui, si nos voisins allemands ont été plus réactifs, la semaine prochaine, Sarreguemines aura aussi son premier centre de vaccination. Depuis ce matin, les équipes techniques des hôpitaux sont à pied d'œuvre pour tout mettre en place au CHS. Léo Fleurance et Yann Greff-Scheffer se sont rendus sur place. Montage co-réalisé par Marie-Morgane Lorenz. C'est ici qu'à partir de mercredi, un centre de vaccination sera installé. D'habitude, personnel et résidents y organisent festivités et banquets. La salle des fêtes du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines accueillera les personnes venues se faire vacciner. Ce centre de vaccination va s'adresser à ce jour aux professionnels de santé cibles, c'est-à-dire les professionnels de santé de plus de 50 ans des hôpitaux de Sarreguemines, ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux de Moselle-Est. Cela concernera aussi les personnes âgées de plus de 75 ans. Au total, 6 stands seront installés. Les personnels des services techniques des hôpitaux de Sarreguemines sont mobilisés et sont aidés par des prestataires extérieurs à l'hôpital. Le timing est extrêmement rapide, ça vient du rythme de l'information, puisqu'on a eu les autorisations le 6 janvier, donc on va aussi vite qu'on peut. Il y a des enjeux logistiques énormes par rapport à la conservation du vaccin à moins 90 degrés, par rapport à la répartition des vaccins, par rapport aux différents flux, donc on est tout à fait dans l'application de cette stratégie vaccinale. Ce sont des équipes médicales et infirmières des hôpitaux de Sarreguemines qui seront chargées des injections. Du personnel administratif sera également sur place pour veiller au bon fonctionnement du dispositif. Les premières vaccinations seront effectuées mercredi 13 janvier dès 8h. Je vous propose maintenant de retourner à Sarrebruck pour vous mettre à la place des personnes qui viennent se faire vacciner. En Sarre, 4 centres de vaccination sont installés. L'organisation y est millimétrée afin de pouvoir accueillir d'ici un mois jusqu'à 2000 personnes par jour. Voici la visite guidée sur le site de Sarrebruck Sud. Le parcours démarre ici. À l'entrée du centre de vaccination, un poste de désinfection est installé. Lors de la prise de rendez-vous sur Internet, la personne reçoit un QR code qu'il faut présenter au contrôle d'entrée, puis la prise de température est effectuée. Place ensuite au check-in, un contrôle d'identité est mené. Le personnel transmet alors une fiche d'information à remplir pour y inscrire les éventuels traitements en cours ou allergies. Ensuite, ils vont dans une première salle d'attente où on se trouve actuellement. C'est ici que la fiche des antécédents médicaux sera complétée. Il y a la possibilité de poser des questions au point d'information. Quand tout est rempli, on prévient le personnel. Des écrans sont installés pour appeler la personne dans l'un des 36 postes installés. Le médecin relit la fiche d'information et procède à la vaccination. Une fois l'injection effectuée, elle se dirige vers la seconde salle d'attente. Il faut y rester au moins 30 minutes pour observer des éventuelles réactions au vaccin. Du personnel médical est sur place. Si tout va bien, 30 minutes après, les personnes qui ont été vaccinées peuvent passer au check-out. Ici, elles pourront prendre un rendez-vous pour le rappel du vaccin 21 jours plus tard. Au total, le rendez-vous dure environ 45 minutes. J'ai rien senti, je vais bien. C'était bien organisé. J'avais rendez-vous un peu avant 14h. Là, il est 14h30 et j'ai fini. Actuellement, 60 personnes travaillent sur le site aux différents points de contrôle et d'information. Dans 2 mois, et pour assurer l'affluence de visiteurs, ils seront 120. 170 personnes peuvent être accueillies simultanément dans le centre de vaccination. Cela permettra, au pic de la campagne, d'administrer le vaccin à 2000 personnes par jour. Revenons en Moselle, à l'approche de 18h, sur les routes et dans les magasins, on se dépêche pour ne pas dépasser le couvre-feu imposé depuis le 2 janvier. Malgré cette contrainte inédite, le constat des forces de l'ordre sur le terrain est plutôt positif. Dans l'ensemble, les citoyens respectent le couvre-feu. Uranie Tozic a suivi une patrouille de police hier soir. Voici les images. Bonsoir madame, contrôle de police. Au premier abord, un contrôle de police qui semble normal. Mais en plus des papiers habituels, il faut un autre sésame. La fameuse attestation dérogatoire pour circuler au-delà de 18h. Seuls sont autorisés à circuler les gens qui sont soit de retour du travail ou qui ont droit à une des exceptions prévues par les textes réglementaires. Cette conductrice tient un commerce au centre-ville. Difficile pour elle de partir avant l'heure imposée. On ferme à 18h, donc moi j'arrive pas. Le temps de tout ranger, de nettoyer, il est 19h, 19h15 quand je pars. Piétons, conducteurs et cyclistes, tous doivent pouvoir la présenter au risque d'être verbalisés à hauteur de 135 €. Comme cette usagère, venue chercher son repas commandé après 19h.
Mais dans l'ensemble, le couvre-feu décalé à 18h depuis le 2 janvier est plutôt respecté. On relève très peu d'infractions, ce qui conforte dans le principe de ce que le couvre-feu est globalement respecté ici. Mais on est sur la première semaine ouvrée de l'année, donc tous les soirs actuellement on met, outre les contrôles permanents, des contrôles spécifiquement dédiés au respect du couvre-feu sur Sarreguemines. C'est tout bon. Merci monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Et lorsqu'il était fixé à 20h, le constat était similaire. Ne serait-ce que par exemple dans la nuit du 31 décembre, il n'y a eu que 10 verbalisations sur Sarreguemines. Donc c'est très peu. Une grande première pour les citoyens, mais aussi pour les forces de l'ordre. Avant les sanctions, ils ont d'abord sensibilisé et fait de la prévention auprès des usagers suite aux directives sanitaires. Et qui nous oblige effectivement à faire appliquer des dispositions réglementaires qui ne sont pas du tout en rapport avec la gestion de la police habituelle. Et effectivement, que ce soit pour la police de Sarreguemines comme pour la police en général ou pour les forces de l'ordre sur tout le territoire national, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on ne fait pas de gaieté de cœur, mais qu'on fait parce que c'est une nécessité absolue. Mais une situation comme celle-ci est tout à fait exceptionnelle et j'espère que nous ne la reverrons pas avant longtemps. Cette nuit-là, la patrouille s'est déplacée à différents lieux stratégiques, notamment la frontière. Les Allemands aussi étaient tenus d'apporter leur attestation sous peine d'une amende. Côté commerce, la procédure est enclenchée et il n'y a pas eu de retard à l'allumage. En partenariat avec la ville de Sarreguemines, SEBL Grand Est vient de publier un appel à projet concernant la galerie commerciale du Carré Louvain. Concrètement, des entrepreneurs sont invités à déposer un dossier pour occuper l'une ou l'autre des cellules vides de la galerie. Et 6 d'entre eux se sont déjà fait connaître. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Carré Louvain. Très officiellement, lors d'une cérémonie qui aura lieu ce mois-ci à la mairie de Sarreguemines, SEBL Grand Est va acquérir la galerie commerciale dans le cadre d'une concession de service. Auparavant, cette galerie commerciale était détenue par un portefeuille d'actifs au niveau national. Là, on va vraiment gérer les choses de façon très personnalisée et très individualisée. Mardi dernier, un appel à projet a été publié sur le site internet de SEBL Grand Est et sur celui de la ville de Sarreguemines. Une procédure qui invite les entrepreneurs intéressés par l'une ou l'autre des cellules commerciales actuellement inoccupées de se faire connaître. On compte à peu près aujourd'hui environ 6 porteurs de projets qui se sont manifestés. Alors on en a 2 dans le domaine de la restauration, on va dire plutôt alimentaire, type épicerie fine italienne. On a une enseigne aussi de prêt-à-porter et on a 2 projets de concept, je vais appeler ça innovants, dans le domaine du snacking sucré. Aussi un projet, j'ai oublié de le citer, de boutique éphémère de l'enseigne Leclerc. Avec un renouvellement mensuel avec à chaque fois des thématiques comme le mois du blanc, Pâques ou la foire au vin. Leclerc renforce ainsi son intérêt pour le Carré Louvain. Pour rappel, il va occuper les locaux où se trouvait jadis Simply Market. SEBL Grand Est ne veut pas entrer dans le tunnel du prêt-à-porter, mais souhaite qu'une grande diversité de commerces, complémentaires à ceux déjà existants dans le centre-ville, prennent place dans la galerie du Carré Louvain. Pour attirer les entrepreneurs, les loyers seront plus faibles que ceux qui étaient pratiqués avant. Ils seront également progressifs. On part donc d'un loyer qui va être une moyenne de 165 € du mètre carré pour arriver à un loyer cible de l'ordre de 185 € du mètre carré. Donc vous voyez, on est quand même beaucoup plus faible des 300 qu'on a pu voir il y a quelques années. Tous ces éléments-là sont consultables cellule par cellule dans le document d'appel à projet. La ville est associée aux discussions et suit de près l'évolution du dossier. Les candidats à l'implantation dans les cellules du Carré Louvain, c'est bien sûr quelque chose qui fait l'objet d'échanges directs avec la collectivité, qui parfois nous met en relation avec des porteurs de projets. Et en tout état de cause, ils ont à connaître des projets qui sont portés et ils donnent leur accord ou pas aux projets qui viennent s'implanter là. Les porteurs de projets ont jusqu'au 15 février pour déposer leur candidature. Si leur dossier est accepté, les entrepreneurs les plus pressés pourraient ouvrir leur commerce le 1er avril. Dans un instant, on fait un tour sur le web pour avoir un aperçu de vos bonnes résolutions pour 2021. Et puis je donnerai la parole à la députée Nicole Triss, qui est l'invitée du jour en direct sur Mosaïque Cristal. Et on jette d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
c'est un beau week-end qui se profile. Pour demain, le ciel sera nuageux en début de journée, mais il se dégage pour laisser place à de belles éclaircies. La nuit, les gelées deviennent plus marquées et les températures vont descendre jusqu'à -4 à -5 degrés. En journée, les maximales seront comprises entre 0 et 2 degrés. Demain, nous fêtons les Alix. Le soleil se lèvera à 8h23 pour se coucher à 16h54. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le mois de janvier, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Alors, selon un sondage, cette année sera placée sous le signe du sport, de la famille et de la nutrition. Marie-Morgane vous en parle plus en détail dans sa chronique Vue sur le web. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque début d'année, c'est le moment de prendre ses bonnes résolutions. Alors j'ai voulu savoir quelles étaient celles prises par nos internautes et je les trouve un peu fatalistes. La résolution d'arriver à 2022. Recommencer à fumer. Ne plus lire ni écouter aucun média. Alors moi je reste optimiste et je suis sûre que parmi vous certains ont pris de bonnes résolutions. Mais je vous l'accorde, avec les conditions actuelles, ça peut sembler un petit peu compliqué de s'y mettre. L'une des résolutions phares prises chaque année, c'est de se mettre au sport. Selon une étude, 37% des Français souhaitent s'y mettre en 2021. Mais je vous vois déjà venir, les salles de sport sont fermées. Oui, mais ça n'empêche pas de pratiquer chez soi. Même avec zéro matériel, il est possible de faire de l'exercice. Plusieurs coachs sportifs du secteur proposent d'ailleurs des séances de sport en ligne. On a fait plusieurs reportages à ce sujet, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. 29% du panel souhaite passer davantage de temps en famille. Un chiffre en progression cette année, lié au confinement et au couvre-feu qui nous a séparés de nos proches. Il faudra sans doute être encore un petit peu patient pour se retrouver comme avant, mais là aussi les réseaux sociaux permettent tout de même de garder un lien avec ses proches, même à distance. Sur la troisième marche du podium, 22% des personnes interrogées souhaitent avoir une alimentation plus équilibrée. Pour cela aussi, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. De nombreux professionnels ou amateurs n'hésitent pas à y partager plein de recettes. Il y a par exemple Tiffany qui est diététicienne à Rohrbach-les-Beach ou encore Fanny Beckrich, diététicienne à Wouswiller et Herbitzheim. Et puis c'est comme toute nouvelle activité, le plus dur c'est de sauter le pas, mais après ça va tout seul. Allez, moi je retourne en cuisine, mais juste avant je vous invite à aller découvrir notre compte Instagram. Vous pourrez y découvrir toutes les coulisses de la chaîne et des membres de l'équipe vous ont adressé leurs vœux pour la nouvelle année. Je vous propose de découvrir ça tout de suite et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est la période des vœux et sur Mosaïque Cristal, c'est aussi l'occasion de mener une interview de début d'année. Et aujourd'hui, c'est la députée qui est notre invitée. Nicole Triss, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à vous. Merci. Alors je vais vous laisser à la fin de cette interview l'occasion d'exprimer aussi vos vœux à nos téléspectateurs. On va aussi parler de cette nouvelle année qui commence, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur 2020. Alors très clairement, c'était une année que personne ne s'attendait à vivre de cette manière-là. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors c'est vrai que 2020 était une année inédite.
Pour moi, c'était, j'allais dire, les montagnes russes. Alors bien sûr, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette fameuse crise sanitaire qui nous est tombée brutalement sur le coin de la figure. C'est vrai qu'on a été lourdement impacté, que quand même, il s'agissait d'un virus qui a mis tout un pays à l'arrêt. C'est quelque chose d'inédit. Le monde entier, absolument. Et c'est vrai que ça nous a obligés à changer notre manière de vivre, notre manière d'être avec les uns avec les autres. Donc oui, cette crise sanitaire qui est toujours là et qui reste malgré tout problématique. Et puis, je pense à une date fatidique qui est celle du 3 juillet 2020, qui est la date d'annonce de Daimler qui souhaite se séparer du site de la Smart. Là aussi, c'était un coup de bambou. Voilà, ce sont vraiment les deux événements, je pense, les plus sombres pour ce qui nous concerne. Mais en même temps, il y a aussi eu de jolis moments. Il y a aussi eu des choses très positives dans cette année 2020 si on prend du recul. Par exemple, lors du premier confinement, j'ai vu émerger une solidarité, une spontanéité, une créativité, une bienveillance de la part des Françaises et des Français. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Je veux dire, face à l'adversité, on a remarqué un peu tout ce qui s'est fait. Il y a eu la réserve sanitaire, les renforts pour les soignants, que ce soit des médecins retraités, des étudiants en médecine, des élèves infirmiers et des aides-soignants, des renforts aussi au niveau des EHPAD, et puis une réserve civique sur les plateformes un peu partout sur Internet. On voyait des gens qui se proposaient pour aider. Il y a eu toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont fait les courses pour les personnes âgées, d'autres qui ont passé des coups de fil pour voir comment elles allaient. Ceux qui ont créé des masques en tissu, je pense qu'il faut vraiment le dire ça. Je veux dire, il y a cette résistance, cette résilience qui a été, qui s'est mise en place très spontanément, d'une jolie façon. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à toute la chaîne humaine qui nous a permis de vivre pendant ce confinement et pendant toutes ces semaines difficiles. On parlait des soignants, mais bien sûr, mais pas que. Il y a aussi eu les caissières, il y a eu les agriculteurs, les chauffeurs routiers, les enseignants qui se sont occupés des enfants de soignants. Il y a eu tout le monde, des garagistes, les forces de l'ordre. Bref, il y a eu toute une population, toute une partie de la population qui a continué à aller au travail tous les matins, malgré le contexte difficile, mais avec la peur au ventre, puisque ce virus étant inédit, on ne savait pas trop. Et je voudrais là encore leur rendre hommage. Donc ça, c'est une chose qui m'est apparue tout aussi importante que ce virus. Et deuxième chose, quand on parle de bataille qu'on gagne, quand on parle d'espoir, je pense aussi à la Smart, puisque autant je vous parlais avant de la date du 3 juillet. Alors, on va en reparler si vous voulez bien. Oui. Je voudrais qu'on parle d'abord plus de la situation sanitaire, parce que je me dis que ça ne doit pas être facile non plus d'être une députée de la majorité dans de telles circonstances, parce qu'il y a eu d'abord la pénurie de masques, l'absence de tests. Maintenant, il y a quand même un retard, un très lent démarrage au niveau de la vaccination. Alors l'État est souvent pointé du doigt. Indirectement, je suppose que vous aussi, vous avez dû être souvent prise à partie. Vous répondez quoi ? Je réponds qu'en fait, c'est une polémique qui est stérile. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les vaccins, tous les pays européens ont eu un contingent de vaccins. Nous avons 5 vaccins qui ont été préemptés, qui sont fléchés pour chacun des pays. Oui, mais en capacité à vacciner rapidement. On l'a vu tout à l'heure dans les reportages, l'Allemagne, ils ont organisé les choses déjà la mi-novembre. Nous, on commence aujourd'hui à installer un centre de vaccination. On vient de savoir hier qu'il allait être autorisé à Sarreguemines. C'est un peu bizarre. Nous, la méthodologie qui avait été décidée, choisie et expliquée et validée d'ailleurs par les instances scientifiques dès début décembre, par les directeurs d'établissement, également au niveau des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a personne qui a dit quelque chose contre la méthodologie qui avait été choisie, à savoir, nous voulons vacciner prioritairement les résidents des EHPAD. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont fait le tiers des décès. Sur les plus de 60 000 décès que nous avons depuis le début de la pandémie, 9 personnes sur 10 ont plus de 70 ans et le tiers des décès enregistrés sont des décès de résidents. Et ce que nous souhaitions... On aurait pu aller plus vite parce que, par exemple, on n'avait pas besoin d'attendre que les vaccins soient physiquement, matériellement là pour faire, par exemple, la visite en amont et avoir leur accord, etc. Ce n'est pas si simple parce que ce
ce qu'ils ont souhaité avoir, il fallait d'abord avoir l'autorisation de mise sur le marché du vaccin. À partir du moment où vous avez toute la liste avec les effets secondaires, les explications, etc. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on souhaitait le consentement, parce qu'une personne, même âgée et même diminuée dans une maison de retraite, elle a le droit de dire si oui ou non elle veut le vaccin. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'occupe pas de ce qu'elle souhaite ou de ce que sa famille souhaite si elle n'est plus apte à le dire. Deuxième point. Et troisième point, on a décidé, nous, d'aller dans les EHPAD et non de sortir les résidents des EHPAD pour aller dans des centres de vaccination, ce qui suppose un travail logistique beaucoup plus important. Donc il fallait effectivement qu'on sache comment faire pour partir des congélateurs à moins 80 degrés, pour avoir effectivement ces transports, pour pouvoir amener les doses aux différents EHPAD, sachant que en fait un vaccin, une dose correspondait à 5 injections. Donc il fallait effectivement faire le calcul de tous ceux qui avaient une acceptation pour pouvoir être au plus juste et avoir le moins de gâchis possible par rapport au temps imparti et par rapport aux doses qui avaient été achetées. Alors il nous reste très peu de temps, il y a plein de thèmes que je voudrais encore aborder. Alors je voudrais que vous me répondiez en un mot. L'Europe cette année 2020, il y a eu d'un côté la fermeture de la frontière du côté allemand, ça s'est terminé sur le Brexit, et il y a eu d'un autre côté l'Europe qui s'unit et qui commande les vaccins ensemble. Vous, votre regard sur l'Europe aujourd'hui, vous la décririez comment en un mot? Je trouve que l'Europe, là, elle joue tout son rôle de bouclier sanitaire. Ce qui a été fait... Donc on va s'arrêter à bouclier sanitaire, parce que sinon on n'aura pas le temps d'aborder la suite, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de la situation sanitaire, mais il y a tout l'aspect économique. On a des pans entiers, des secteurs de l'économie qui sont très touchés, voire complètement à l'arrêt. Alors il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui s'insurgent parce que l'ampleur des formalités administratives, parce que les critères auxquels il faut répondre, les délais de versement des aides. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds qu'on a fait tout au long de l'année 2020 des mesures d'urgence qui se sont au fur et à mesure ajustées à ce qui allait pas ou à ce qui allait tout simplement. On a fait quand même, moi je suis quand même très fière dans ce gouvernement d'avoir eu un gouvernement qui a arrêté toutes les réformes qui étaient en cours pour passer à des mesures d'urgence et d'accompagnement pour éviter les faillites et les licenciements. Et au fur et à mesure des semaines, nous avons étoffé ces aides, nous avons simplifié les démarches. Donc, je crois que vraiment, cette année 2020 nous a donné une sacrée leçon d'humilité. On était face à quelque chose d'inédit à tout point de vue. Ce qu'a fait le gouvernement avec les mesures d'urgence et ce qu'on a essayé de faire nous en tant que parlementaires et moi en tant que députée, c'est effectivement de repérer tous les dysfonctionnements, toutes les personnes qui auraient pu être mises de côté à cause de cette crise sanitaire qui est devenue très vite une crise économique et une crise sociale, de remonter effectivement ces dysfonctionnements pour pouvoir aider à trouver des mesures qui soient plus adéquates pour toujours garder la tête hors de l'eau. Et je trouve que c'est important. Pardon, je vous coupe parce que vraiment le temps file. 2021, ça se profile comment? Est-ce que vous allez continuer par exemple sur le dossier INEOS? Quels sont vos gros dossiers pour 2021? Alors, de toute façon, le dossier INEOS, on ne va pas le lâcher. On est déjà très content de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, partant d'une catastrophe annoncée le 3 juillet, 3-4 mois plus tard, vous aviez une promesse d'avenir qui est quand même pérenne et je trouve que c'est important. C'est un dossier sur lequel je me suis beaucoup engagée. J'ai personnellement travaillé là-dessus avec les représentants syndicaux et avec Bercy. Et je pense que c'est une bataille collective qui a été gagnée et qui permet d'avoir un bassin d'emploi et un bassin de vie qui est désormais serein pour l'avenir. Ça, c'est une première chose. Ce que je ferai en 2021, je sais, vous avez le temps file. Il vous reste 40 secondes pour parler de 2021 et présenter vos vœux. Je continuerai à écouter le terrain, je continuerai à accompagner le territoire pour les mesures d'urgence tant qu'il le faudra et je compte bien m'engager aussi avec le plan de relance envers les entreprises, pouvoir aider les entreprises pour pouvoir redémarrer tout simplement. Et à côté de ça, j'aimerais également continuer mon travail sur la maladie de Lyme puisque vous savez que je préside un groupe de travail depuis 3 ans et nous espérons pouvoir ouvrir une mission d'information à ce propos-là qui se concrétiserait par un rapport. Je suis obligée de vous couper, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Très bon week-end à tous, à lundi.